Bienvenue dans le débat. 4 jours après Trump, Xi Jinping reçoit Vladimir Poutine. La visite du président russe vise à renforcer le partenariat et la coopération stratégique 25 ans après la signature du traité de bon voisinage et d'amitié entre les deux pays. La délégation russe est composée de 5 vice-premiers ministres, 8 ministres, les PDG de Rosneft ou encore de Gazprom. Depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou, la Chine est le premier partenaire commercial de la Russie et le plus gros importateur de ces hydrocarbures. Poutine voudrait convaincre le président chinois de construire un gazoduc de 7000 km, force de Sibérie 2. Alors pourquoi une telle rencontre 4 jours après la visite de Trump? Quels sont les liens politiques et économiques entre Pékin et Moscou? Sont-ils sur la même longueur d'onde face à l'Occident? Et puis finalement, quel est l'impact du conflit au Moyen-Orient sur cette rencontre? On va poser ces questions à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Marie Gégaud. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Monde et votre article justement aujourd'hui porte sur cette visite de Vladimir Poutine en Chine. En face de vous, Vera Grandseva, bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes politologue russe et enseignante à Sciences Po, exilée en France depuis 2020. Nous avons Jean-Paul Chang avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes économiste. Et puis Thierry Volton avec nous ce soir. Bonsoir, essayiste spécialiste des régimes communistes post-soviétiques. Vladimir Poutine est donc arrivé cet après-midi en Chine pour, dit-il, rencontrer son bon ami de longue date. Voilà comment il qualifie Xi Jinping. On va écouter Poutine et on va écouter le chef de la diplomatie chinoise qui évoque justement cette arrivée du président russe. Aujourd'hui, les relations entre la Russie et la Chine ont atteint un niveau sans précédent. Leur caractère particulier se traduit par un climat de compréhension et de confiance mutuelle, par la volonté de mener une coopération équitable et mutuellement bénéfique, d'entretenir un dialogue respectueux et de se soutenir mutuellement sur les questions touchant aux intérêts fondamentaux des deux pays, notamment la protection de la souveraineté et de l'unité nationale. La coopération dans de nombreux domaines n'a cessé de s'élargir. Elle apporte des avantages concrets aux deux pays et contribue à la sauvegarde de la stabilité stratégique mondiale, ainsi qu'à l'équité et à la justice au niveau international. C'était le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Marie Gégaud, cette image de Xi Jinping qu'on va voir avec Vladimir Poutine 4 jours après celle de Xi Jinping et Trump qu'on a vue, qu'est-ce qu'elle projette finalement? Est-ce que c'est une amitié de 25 ans? Est-ce que c'est un partenariat d'égal à égal? Qu'est-ce que c'est? Ça n'est pas un partenariat d'égal à égal. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que la relation vraiment s'est beaucoup approfondie, surtout depuis l'invasion russe de l'Ukraine. La Chine étant devenue, on l'a dit, le premier partenaire commercial. Elle achète donc une large partie du pétrole russe. Et la Russie est vraiment très, très dépendante. Par exemple, si on pense aux voitures électriques, par exemple, elles étaient, je crois, c'était quelque chose comme 6% avant la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, c'est 63% de voitures électriques chinoises qui sont importées et que en Russie. Donc ce n'est pas seulement une dépendance, on ne parle pas que d'hydrocarbures. Non, là. Pas que d'hydrocarbures, il y a le blé, il y a des métaux rares, il y a l'or, le nickel, l'aluminium, il y a beaucoup d'échanges. Hein. Et ça s'est considérablement accru depuis l'invasion russe de l'Ukraine, parce que forcément, la Russie étant privée de son débouché européen, entre autres pour son gaz par exemple, mais aussi pour son pétrole, évidemment elle s'est tournée complètement vers la Chine. Donc, alors évidemment, la Chine n'achète pas les volumes énormes que l'Europe achetait. Donc la Russie est un peu sur sa faim. Et Gazprom, qui était vraiment le levier diplomatique de Poutine pour imposer à l'Europe, par exemple, son diktat, eh bien, vous voyez, Gazprom, il est complètement... c'est une très très grosse entreprise qui est aujourd'hui en faillite. Donc il faut sortir ce gaz. Donc Poutine espère que lors de sa visite, il va pouvoir avancer sur ce fameux gazoduc. Voilà, sur ce gazoduc que les Chinois ne sont pas très chauds. On va y revenir. À réaliser. Et à financer. Vera Grandseva, pour Poutine, c'est tout de même, ça lui donne une image de dirigeant important de retourner en Chine. Oui, c'est vrai, même si ce n'est pas la première fois depuis le début de la guerre qu'elle sera en Chine. En fait, elle est allée presque tous les ans. Bon, il a participé aussi dans les événements comme la nouvelle route de soie, le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Mais quand même, en 2024 et deuxième fois maintenant en 2026, c'est le visite d'État.
Donc c'est différent. Ce n'est pas dans le cadre d'une grande réunion avec d'autres pays. Donc effectivement, ça aide Poutine de maintenir aussi son image internationale. Mais ici, on espère peut-être vite aussi de comparer les visites internationales de Poutine en 2018. Par exemple, à cette époque-là, il faisait autour de 20 visites par an. Et les visites internationales de Poutine aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 5 par an. Oui. Donc la différence, elle est quand même énorme. Et on sait que le spectre des pays où Poutine peut aller, il est très restreint. Et Poutine a beaucoup peur lui-même d'y aller parce qu'il y a aussi le mandat d'arrêt quand même de tribunal international. Donc il a aussi quand même pas beaucoup de choix où il peut aller aujourd'hui. Pas beaucoup de choix. Et pour Xi Jinping, Thierry Volton, est-ce que lui, on entendait le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, il parle d'équilibre. Est-ce qu'il veut incarner la puissance d'équilibre ? Il a vu Donald Trump il y a 4 jours. Aujourd'hui, il reçoit Vladimir Poutine. Non, mais il est clair que les ambitions chinoises sont évidemment de se montrer comme une puissance responsable, avec une volonté incontestable, et d'ailleurs il ne s'en cache pas, d'éventuellement de changer l'ordre du monde et de devenir, si vous voulez, le responsable, pas forcément lui-même tout seul, mais enfin cette espèce de coordination qui existe russo-chinoise, si je puis dire, qui pourrait devenir les nouveaux maîtres du monde. Pas forcément pour, encore une fois, les dominer économiquement et politiquement, mais pour changer les règles occidentales, qui sont, comme on les connaît, qui ont été mises en place en 1945, et qui ne conviennent pas évidemment aux pays dictatoriaux et totalitaires. Donc c'est ça qui est derrière Xi Jinping, il y a toute une pléiade de dictatures, si je puis dire, africaines, asiatiques, etc. Il n'est pas seul dans cette idée-là. Mais c'est quand même lui le leader, si vous voulez. Mais il ne s'en cache pas, il le dit. Donc en fait, ce qui les rapproche, c'est d'être opposé à l'Occident. Ah oui, absolument. Je crois qu'il ne faut pas, à mon avis, dans cette affaire-là, il ne faut pas négliger, je dirais, l'aspect idéologique. On n'est pas que dans un échange économique. Oui, on n'est pas que dans l'échange. On est vraiment dans une volonté de faire la peau, excusez-moi l'expression, de faire la peau des Occidentaux. Et donc, si on peut y arriver, on serait content, quoi. Et c'est ce que symbolise, en fait, ce tandem à Pékin. Vous êtes d'accord, Jean-Paul Chang ? Je pense qu'il ne faut pas donner trop d'importance à l'idéologie. Je pense qu'il faut voir de la complémentarité économique naturelle des deux pays. Effectivement, on a parlé des importations d'hydrocarbures, de gaz, des métaux, aluminium, Russie vers etc. La Chine, là, oui. Bien sûr. Donc, mais pour un pays comme la Chine, comme pour toute puissance économique, il y a 2 choses qui comptent. 1, c'est la disponibilité des ressources. 2, c'est la taille des marchés. Alors, la Russie correspond bien, si j'ose dire, à l'intérêt chinois, puisque c'est fournisseur de ressources et ça représente un marché. Donc, dans les 2 cas, je veux dire, il y a du côté russe... Donc, vous dites qu'il n'y a que des intérêts, là, entre les deux. Alors, c'est un intérêt économique, c'est important. Mais je dis que vous pouvez toujours mettre, effectivement, ce que vous voulez comme explication purement idéologique, mais... Les faits sont là. Vous avez 220 milliards d'échanges entre les 2 pays. Et deuxième chose, sur le plan idéologique ou simplement stratégique, il y a une vision commune qui est fondée sur un point de vue géopolitique, avec comme centre l'Eurasie, le continent Eurasie. C'est la priorité de M. Poutine, c'est la priorité de M. Xi Jinping. Tous les deux, ils constituent un gros morceau du continent Eurasie. Donc vous parlez, c'est l'Asie centrale ? Non, pas seulement. C'est toute l'Asie, le continent Asie qui va jusqu'en Europe et qui va jusque dans le Moyen-Orient. Et si on prend l'Eurasie, c'est tout ça. C'est le grand tenant, finalement, géopolitique aux yeux de Poutine et de M. Xi Jinping. Alors, dire qu'ensuite, ils veulent réaliser, si vous voulez, une sorte d'un ensemble qui soit un peu dépendant finalement de l'influence américaine ou occidentale, c'est une chose. Donc c'est une convergence. Mais de là à dire que leur ambition, c'est dominer le reste du monde, représenter toutes les dictatures du monde, bon, voilà. Donc ça, je pense que c'est un peu caricatural. Il y a un discours anti-occidental tout de même. Vous êtes d'accord ou pas, Marie Gégaud ? Bien sûr, c'est un discours anti-occidental, comme l'a très bien dit Thierry. Et c'est le ciment. C'est ça qui cimente la relation. Parce que sinon, si vous voulez, comme ça, les Chinois sont très respectueux de Poutine, ils le reçoivent bien. Mais en réalité, cette relation, elle est quand même extrêmement déséquilibrée. Parce que pour la Chine, la Russie est un partenaire mineur, un junior partner.
partner. Et donc, je veux dire, la Chine, si elle veut acheter du gaz, elle n'a pas besoin de s'adresser à la Russie, elle n'a pas besoin de gazoduc. D'ailleurs, ça contredit sa politique de diversification des approvisionnements énergétiques. Et la Chine est très dure en affaires. Ce sont de bons commerçants, les Chinois, ce que ne sont pas les Russes. Donc, les Russes, il faut voir, c'est une économie de rente. C'est-à-dire, on fout un tuyau dans le sol, il sort du gaz, il sort du pétrole, on vend. Voilà, ils font ça depuis toujours. Par exemple, personne ici sur ce plateau ne pourra me citer un objet ou une firme russe. Vous connaissez une firme russe à part Gazprom, par exemple, une firme russe qui soit connue dans le monde entier? Non. Donc là, on voit la différence. Et les Chinois, en bons commerçants, par exemple, ils exigent de payer le gaz russe. C'est là aussi où le bas blesse. Ils demandent un tarif du gaz russe équivalent à ce que payent les Russes sur le marché intérieur. Alors, vous voyez, c'est pas comme les Européens qui étaient quand même beaucoup plus conciliants, etc. Donc il devient une sorte de... Est-ce qu'on peut parler même de vassalisation de la Russie par la Chine depuis la guerre en Ukraine? Parce que justement, sur les tarifs sur le pétrole, il y a un tarif préférentiel pour la Chine. On peut parler de vassal quand on parle de la Russie, vous diriez oui. Parce que la Chine arrive à imposer ses conditions aux Russes. Et ils ont renforcé leur position, bien évidemment, dans la négociation depuis 2022, parce que les Russes ont perdu le marché occidental. Donc avant, effectivement, la Russie vendait un tiers de son gaz, ou même plus, 40% à l'Europe, 30% à la Chine. Donc c'était équilibré et la Russie pouvait négocier. Elle avait un levier sur la Chine. Oui. Même si déjà en 2016, quand le premier gazoduc, la force de Sibérie, a été construit, en fait, la Chine a fait beaucoup de pression sur la Russie pour, par exemple, imposer un prix très très bas de l'achat de ce gaz. Donc, par exemple, ils ont caché le prix très longtemps. Pourquoi? Parce que dès qu'on a découvert, on a compris qu'effectivement le prix était pas du tout le prix du marché. C'était 2 fois au moment compris que le prix. Et ça, ils aimeraient conserver cet avantage. Exactement, bien sûr. C'est pourquoi, dans ce sens-là, effectivement, l'affaiblissement de la Russie dans cette guerre, cet engrenage dans cette guerre, c'est intéressant pour la Chine. Il peut utiliser davantage les ressources russes pour pas cher. Oui, d'ailleurs, je tiens à dire qu'il y avait un papier extrêmement intéressant dans le Financial Times qui expliquait... qui expliquait comment Xi Jinping avait expliqué à Trump que finalement, en lançant cette guerre, Poutine s'était certainement fourvoyé, enfin, que ça allait pas lui apporter des bonnes choses. Il dit qu'il est allé trop loin. C'est le Financial Times qui rapporte donc des propos que Xi Jinping aurait dit à Trump, disant il est allé trop loin, Poutine, avec son opération spéciale. C'est une invasion qui est allée trop loin, il va le regretter. C'est ce que rapporte le Financial Times, Thierry Volton. Il aurait vraiment dit ça, Xi Jinping, à Trump, parce que ce sont les propos rapportés, évidemment, pas du tout confirmés ni par la Chine, ni par les États-Unis d'ailleurs. Mais je pense qu'il y avait du côté de Trump, je ne sais pas comment le Financial Times a eu cette information, mais c'est sans doute une information plutôt américaine, ou en tout cas, c'est peut-être. Je suis vraiment pas sûr que Xi Jinping dise ça, même s'il le pense. Ça veut dire que, évidemment. Attends, on va faire un parallèle très simple. Que Poutine pourrait regretter finalement les conséquences de cette guerre, parce qu'on se souvient. Mais c'est clair. Attendez, cette guerre coûte très cher à la Russie, mais excessivement cher. Il faut pas le nier. Je veux dire, elle coûte cher au niveau homme d'abord, c'est très important, au niveau économique considérablement. Et bon, il y a de l'inflation qui commence à arriver. Enfin bon, ça va mal quand même, hein, dans cette affaire-là. Il n'est pas à l'aise. Et en vérité, il a fait une erreur. Il le sait d'ailleurs, il est quand même, c'est un fin très politique, Poutine. Il sait très bien qu'il a fait une erreur quelque part en s'attaquant. Ça, je ne sais pas, parce que pour l'instant, il n'arrête pas sa guerre. Non, mais il pensait pas évidemment que la résistance ukrainienne, qui est extraordinaire, excusez-moi, il faut la saluer sur ce plateau. Hein. Vous pensez qu'il a dit ça, Jean-Paul Chang ? Non, je ne crois pas. Non, vous dites qu'il n'a pas dit ça. Non, ce n'est pas la première fois qu'il y a des informations. À propos des Chinois et des Russes, on dit « Ah, ils font la guerre de l'information ». À propos des Occidentaux, on peut dire la même chose. Alors, ce n'est pas la première fois que les gens essaient toujours de mettre quelque chose entre les Russes et les Chinois pour empêcher cette alliance, en tout cas ce rapprochement de continuer. C'est de la bonne guerre, quoi. Mais je ne crois pas que Xi Jinping soit imprudent au point de dire des choses pareilles. Parce que finalement, Xi Jinping profite de la guerre en Ukraine, puisque c'est grâce à cette guerre en Ukraine qu'il a pu négocier des prix, des tarifs aussi bas avec la Russie. C'est incontestable que la Chine tire un avantage. J'ai effectivement expliqué que c'est dans l'intérêt chinois d'avoir des ressources et d'avoir un nouveau marché qui remplace les produits américains et européens à la suite des sanctions. Donc l'exemple de voitures électriques, par exemple, est parlant. Mais ce que je veux dire, c'est que... Il y a une vassalisation de la Russie ? Non, je ne crois pas. C'est pas comme ça que les Chinois voient les choses. C'est que les Chinois... Alors là, c'est l'idéologie chinoise. C'est consiste à dire on recherche la stabilité stratégique. D'ailleurs, c'est le terme qui a été repris par Poutine avant d'y aller, c'est stabilité stratégique. Xi Jinping a l'impression qu'il a réussi
sa rencontre avec Trump, puisque finalement, il a atteint ce stade de rééquilibrer un peu le rapport de force. Il n'a jamais dit que les Américains étaient inférieurs à la Chine. D'ailleurs, les Chinois les considèrent toujours comme quand même première puissance mondiale, mais il a l'impression qu'il arrive à parler d'égal à égal. Mais il arrive à ce point, c'est parce qu'il sait qu'il a des relations de confiance stratégique avec Poutine. Et Poutine le sait aussi. Donc tous les deux, ils essayent de faire la balance avec la puissance américaine en étant un peu ensemble. Donc politiquement, diplomatiquement, ils ont intérêt à montrer leur convergence et que, bien entendu, c'est pas dans ces circonstances-là qu'un président chinois qui est très prudent dans tout ce qu'il dit, même en face de Trump, il lisait son texte. Hein, donc il se laisserait aller à un dérapage qui serait effectivement utilisé comme une sorte d'insulte contre le président russe qui va arriver dans sa capitale, quoi. C'est pour ça que je vous dis, je pense qu'il y a peu de chances pour qu'il ait tenu. Qu'il ait dit ça. Alors, quel impact du conflit au Moyen-Orient sur cette relation, sur cette visite? On va regarder d'abord la carte, parce que Vladimir Poutine voudrait la construction d'un nouveau gazoduc de 7000 km. Un gazoduc, voilà, on voit bien cette carte, hein, donc, qui traverse littéralement, qui passe par la Mongolie, qui traverse la Mongolie. 7000 km, qui est censé, donc, il s'appelle Force de Sibérie 2. Il est censé relier la Chine au site d'extraction de Sibérie, justement en Russie, via la Mongolie. Et on va écouter ce qu'en disait Vladimir Poutine le 9 mai, le jour de la journée sur la victoire, la journée de la victoire de la guerre patriotique. On l'écoute. Nous sommes parvenus à un niveau d'accord très avancé en vue de franchir une étape majeure, très significative dans la coopération du secteur pétrolier et gazier. Une étape véritablement importante. Donc ça, c'était le 9 mai, Marie Gégaud. On voit bien que c'est vraiment ce qu'il souhaite obtenir, Vladimir Poutine. Il veut exporter plus d'hydrocarbures encore en Chine via ce deuxième gazoduc. Absolument. Et pour lui, c'est vital. Il n'arrête pas de pousser cette idée. Et les Chinois, donc, sont pas très chauds parce qu'ils financeraient la chose. Parce que les Russes demandent à la Chine de financer par un prêt. Ça serait par le biais d'un crédit octroyé à la Russie, un crédit préférentiel, etc. Donc eux, ils sont pas très chauds, ils savent que ça va durer des années. Ils savent aussi que quand même, il y a une corruption incroyable en Russie, que les règles juridiques changent sans arrêt. Donc voilà, ça leur plaît pas. D'autre part, la politique chinoise en matière d'énergie, c'est quand même la diversification des approvisionnements. Donc ont-ils intérêt à être liés? Voilà. Alors maintenant, la crise d'Ormuz, c'est ce que Poutine va faire valoir. Oui. Il va dire, voilà, vous voyez, ça marche plus sur la mer. Même aujourd'hui, les exportateurs de brut, ils sont obligés de mettre sur des camions, hein, parce que ça passe plus par le détroit. Donc mon gazoduc, là, il tombe à point nommé. Donc il va essayer de convaincre les Chinois. Mais est-ce que les Chinois vont se laisser convaincre? C'est pas sûr non plus, parce que leur plan quinquennal, qui est sorti en mars 2026, ne fait pas vraiment état de la construction de ce gazoduc. Donc ça reste quand même une question... En tout cas, il veut rentrer en Russie, Vera Grantseva, Poutine, avec cette victoire. Ça serait évidemment pour lui une vraie victoire politique s'il arrive à convaincre qu'il y ait au moins une sorte de protocole favorable à la construction de ce gazoduc. Mais il y avait déjà des protocoles signés sur la force de Sibérie. Ce projet, les négociations durent depuis les derniers 8 ans. 8 ans oui. Parce qu'il y a déjà un gazoduc, hein, c'est le numéro 1, exactement. Sibérie 1. Celui-ci de 2016, dont le prix, on ne savait pas très longtemps, parce que les Chinois et les Russes ont caché. Parce que dès qu'on a découvert le prix, on a su le vrai prix lequel la Chine a pu imposer à la Russie. Donc c'est le prix du pétrole ou le prix de la construction du gaz? Le prix du gaz. Parce que dès qu'on a compris le prix, on sait aussi la capacité de ce gazoduc, on a pu calculer le prix qui était 2 fois moins cher que le prix de marché. Et le deuxième projet aussi... Au profit des Chinois, donc. Bien sûr, oui. Bien sûr. Et le deuxième projet, ça dure très longtemps. Depuis 2022, ils ont essayé d'accélérer parce qu'ils veulent vendre davantage, effectivement, la Chine. Mais la Chine a aussi hésité, a essayé d'imposer apparemment les conditions inacceptables, même pour le régime de Poutine d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ils arrivent
arrive à trouver un compromis, mais ça ne va pas être, à mon avis, en faveur de Poutine. Vu la durée et vu le fait que la Chine toujours pense un peu au long terme, que voilà, on va, dans tous les cas, Poutine ne va pas si bien que ça, il est embourbé dans cette guerre, donc il faut effectivement attendre et il va être prêt finalement à nos conditions, c'est vrai. La Chine elle-même, elle utilise quand même une politique beaucoup plus sophistiquée, ses importations sont très diversifiées. La Russie n'était jamais le fournisseur de gaz numéro 1 pour la Chine. Pourquoi ? C'était le Turkménistan jusqu'à 2022. Donc aujourd'hui, la Russie dépasse le Turkménistan à 1%, vous voyez, dans les livraisons de gaz à la Chine. Donc la Chine reste très prudente et très intelligente dans ce sens-là pour ne pas dépendre d'un seul fournisseur, notamment celui comme Russie qui est instable et on ne sait pas ce qui va se passer avec ce régime. Jean-Paul Chang. Oui, je pense que la crise iranienne avec le blocus du détroit d'Ormuz a été quand même une sorte d'avertissement pour les Chinois, parce qu'ils n'aiment pas ce précédent. Parce qu'après le détroit d'Ormuz, vous avez aussi le détroit de Malacca. Ça, c'est mortel, hein, c'est entre Philippines, Singapour, Indonésie. Enfin, c'est 10 minutes ou 15 minutes pour la marine américaine de couper éventuellement le détroit de Malacca. Donc les Chinois, ils sont diversifiés. Ils ont commencé avec la route de la soie à cause de ça, d'ailleurs. Ils ont commencé par avoir de l'acheminement continental, par voie continentale, des gazoducs, des oléoducs. Est-ce que c'est suffisant ? Ils n'ont pas réussi finalement à court-circuiter le trajet, la route du pétrole au Pakistan ou en Birmanie. Donc dans les deux cas, il y a des problèmes de troubles locaux qui font que ça ne marche pas. Donc qu'ils veuillent renforcer finalement l'acheminement d'hydrocarbures via les frontières continentales, c'est pas du tout exclu que là-dessus il y a une évolution. C'est un intérêt bien compris finalement pour la Chine, parce qu'encore une fois, il n'exclut pas quand même, malgré le voyage triomphant, enfin le satisfaisant en apparence avec M. Trump, il n'exclut pas une possibilité quand même d'une tension à venir. Et stratégiquement, ils ont tout à fait intérêt à s'appuyer sur leurs grands voisins russes avec qui ils ont 4000 km de frontières communes. Donc ce projet de gazoduc, vous pensez que là, les Chinois, compte tenu du contexte au Moyen-Orient, pourraient céder ? Il y aura probablement c'est dans l'intérêt des deux, de toute façon, d'arriver à un compromis. Donc les Chinois font un peu de compromis sur le prix. Sur le prix ? Oui, peut-être, voilà. Donc, pour l'instant, c'est ça qui bloque. Rien, à mon avis. On n'en saura rien. Je veux dire, Mais surtout, la déclaration va être une déclaration de... Bon, à mon avis, excusez-moi, j'interviens. À mon avis, pour faire plaisir à Poutine, je pense qu'il y aura une petite notion sur ce gazoduc. Hein. Je pense parce que ça fera plaisir à Poutine. Bon, d'abord, on ne connaîtra pas le détail, si je puis dire, surtout le coût. Vous vous rendez compte, c'est un coût considérable de construire un truc comme ça. Ça prend des années. Bon, alors des années, qu'est-ce qui va se passer ? On ne peut pas tirer les plans sur la comète. Bon, et le coût, ça coûte évidemment très cher. Donc, tout ça... donc, il va faire, à mon avis... Je prends des risques en disant ça, mais à mon avis, dans ce communiqué final, ou dans la... Je ne sais pas si c'est un communiqué final, mais il y aura, à mon avis... incontestablement sans doute un petit truc, mais pas beaucoup, hein, sur le gazoduc pour faire plaisir à Poutine, pour dire, voyez, pour renforcer, si vous voulez, le personnage. Parce qu'il a besoin de ça, Poutine. Excusez-moi, il est quand même très... il est placardisé dans le reste du monde. Il ne lui reste pas grand-chose. Hein, il lui reste la Chine comme ami. Alors c'est un très bon ami pour lui, mais quand même. Et on va parler de l'Iran, parce que c'est aussi un allié commun. Oui, mais... il a perdu beaucoup, en plus. Alors justement, parce qu'il y a une question de prêt, c'est ça, le financement aussi. Donc il y a le prix du gaz et puis le financement de cet oléoduc qui serait chinois via un prêt préférentiel. Et là aussi, ça coince pour l'instant. Oui, c'est ça. Et puis alors il y a une question importante dont on n'a pas parlé, c'est quand même le pétrole. Parce que le gaz, assez peu, le gaz russe vers la Chine, c'est peu. En revanche, le pétrole, c'est énorme. Et là, récemment, avec la crise d'Ormuz, ça a augmenté. Je crois qu'il y a quelque chose comme 30% en plus, parce que par le Pacifique, c'est très facile de charger du pétrole par là et de le faire descendre ensuite par la mer en Chine. Donc les importations ont augmenté de plus de 30%. Les importations russes en Chine ? Oui.
ce dernier mois. Et ça, c'est directement lié À Hormuz. à Hormuz. Ouais. Il ne faut pas oublier qu'il y a les réductions très importantes Sur le que la prix. Chine Ils viennent et l'Inde toujours imposent à la Russie quand elle exporte C'est à prix cassé. C'est à prix cassé. Ça reste à prix cassé. Exactement. Donc, ce qu'on constate sur l'économie russe, c'est qu'elle arrive à exporter Absolument. parfois plus, mais elle gagne moins avec Exactement. ces deux grands Mais- importateurs comme la Chine et l'Inde. Donc, voilà, c'est la réalité de coopération soi-disant égale entre la Russie et la Chine. Soi-disant égal, vous dites. Alors, le pétrole russe, qui est sous sanction, en tout cas occidentale, ça joue évidemment aussi en faveur des Chinois qui peuvent le négocier. Et puis, les États-Unis qui ont prolongé la suspension des sanctions justement sur le pétrole russe. On va écouter la réaction du commissaire européen à l'économie, parce que l'Union européenne, évidemment, est très mécontente de ce choix américain. On les écoute. Nous ne pensons pas que ce soit le moment d'alléger la pression sur la Russie. En effet, c'est la Russie qui tire profit de la guerre en Iran et de la hausse des prix des combustibles fossiles. En conséquence, nous devrions plutôt renforcer la pression. Vera Grantseva. Donc ça, c'est encore effectivement la Russie qui profite de la crise au Moyen-Orient. Les Américains, on se demande pourquoi finalement ils font ça. Pourquoi est-ce qu'ils suspendent Non, parce que bon, Mais parce qu'ils ont peur que le prix du pétrole augmente. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que les importations de pétrole russe, en étant justement en suspendant ces sanctions américaines sur le pétrole russe, est-ce que ça a un vrai effet sur le marché? Ça a l'effet sur le marché. Effectivement, les prix se sont stabilisés quand même. On attendait les prix à 200 dollars par baril. Heureusement, c'est pas le cas quand même. Donc, la Russie arrive à en profiter. Par contre, le déficit du budget russe est si énorme que j'ai calculé qu'il faut à peu près 250 jours des prix très élevés, donc 150 dollars par baril, pour juste combler les trous dans le budget. Donc ça, c'est quand même peu probable. C'est pas intéressant pour personne, en commençant par la Chine. Donc la Chine n'est pas non plus intéressée par les prix qui vont flamboyer sur le marché international. Donc c'est deux tranchants cette situation. Donc d'un côté, la Russie effectivement essaie d'utiliser cette opportunité, mais en même temps, quand même, beaucoup des pays veulent pas que le marché de pétrole soit si élevé si longtemps, parce que ça va impacter toutes les économies dans le monde entier. C'est la raison pour laquelle donc, les Américains font cela. Ils suspendent ces sanctions, contrairement aux Européens qui, eux, ne souhaitent pas, ne le font pas. Dans la vision américaine des choses, l'Europe doit être marginalisée dans cette affaire-là. Donc ça fait partie, si vous voulez, de la vision géostratégique de Trump, excusez-moi, qui a vraiment cette intention-là. D'ailleurs, on le voit dans toutes les conversations qu'il a. Il est quand même il n'est pas très proche des Européens. Il les sanctionne, il retire des militaires. Enfin bon, donc il y a vraiment, je dirais pas un anti-européanisme chez Trump, mais s'il peut éventuellement, non pas aider, c'est pas ça le problème, non pas aider Poutine ni la Russie ni la Chine, parce que c'est quand même, ce sont pas des amis, mais embêter. Pour dire un mot gentil, pour embêter l'Europe, à mon avis, ça lui ferait très plaisir. C'est l'objectif. Et cette coopération technologique et militaire avec la Chine, où en est-elle, Jean-Paul Chang? On va regarder les images de l'armée russe qui a entamé, juste avant de partir justement pour la Chine. Des images. Alors là, on me dit que ce sont des images d'archives, mais l'armée russe a entamé 3 jours d'exercice et d'entraînement de ses forces nucléaires, mobilisant des milliers d'hommes dans le pays. Ça, c'est quelques heures avant le départ de Vladimir Poutine vers la Chine. Il y a une coopération technologique et militaire entre les deux pays, Jean-Paul Chang? Oui, depuis Boris Eltsine. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la période post-soviétique, les gens n'ont pas remarqué, mais les Russes, à ce moment-là, ont commencé à relaxer le transfert de technologie militaire à la Chine, et juste au moment où l'Occident imposait l'embargo sur l'armement après Tiananmen 89. Et ensuite, effectivement, arrivé en l'an 2001, il y a eu ce traité qui fait que finalement le président chinois Jiang Zemin a signé ce traité en évacuant définitivement les problèmes de contentieux sur les territoires qui ont été occupés par les Russes au XIXe siècle. Ça a été la base finalement du développement des relations entre les deux États. Et donc, les Chinois, plus tard, même dans notre siècle, au début du siècle, avaient acheté des Sukhoi 27 ou 35, je ne me rappelle plus. Enfin, en tout cas, ils avaient acheté des choses. Les Russes ont obtenu des Chinois qu'ils ne procèdent pas au rétro-engineering des armements vendus aux Chinois. Ils ont une coopération maintenant pour tout ce qui est spatial. Et les Chinois exportent des technologies en Russie?
Oui, il y a une échange. Des armes, des composants dans l'utilisation de matériel militaire. Oui, énormément. Écoutez, moi, personnellement, je ne suis pas aussi bon spécialiste des pièces. Non, mais il y a beaucoup d'armes. Des armes ou des composants pour des composants. Des composants, voilà, mais qui servent considérablement. Les armes, c'est la Corée du Nord. Oui. La Chine, la Corée du Nord, c'est un client de la Chine et elle fait ce que la Chine ne peut pas faire, la Corée du Nord. Mais éventuellement, d'ailleurs, la Chine et la Corée du Nord. Ça peut aussi se passer. La Chine peut éventuellement aider la Corée du Nord pour un passage. Absolument. Parce que je veux dire, quand même, n'oublions pas qu'ils sont très proches. Vous avez raison. Allez-y. Oui. Il y a un point qui est important aussi dans ce que Poutine a annoncé en Chine, c'est de parler des problèmes de souveraineté et de souveraineté nationale. En clair, la Russie soutient la Chine sur la question de Taïwan. Mais il est bien placé pour parler de souveraineté nationale, vu ce qu'il fait à l'Ukraine, c'est quand même... c'est gonflé. Mais alors Taïwan, ça va rentrer... Taïwan, parce qu'on a parlé beaucoup de Taïwan dans la rencontre, pardonnez-moi, entre Trump et Xi Jinping la semaine dernière. On a vu que ce deal que les Américains, dans la livraison des armes à Taïwan, était peut-être renégocié ou pas, en tout cas... On n'est pas certain que ces armes vont véritablement être livrées. Est-ce que le sujet de Taïwan est aussi un sujet entre Xi Jinping et Poutine ? Bien sûr. C'est-à-dire que les Russes, depuis quelques mois, ont pris toutes les occasions pour affirmer qu'ils partagent totalement la position chinoise sur la souveraineté nationale chinoise. Cela étant, je pense que les Russes, sur les problèmes d'armement ou de composantes, enfin les Chinois plutôt, peuvent dire aux Américains, écoutez... Si on vendait des composantes ou même des armements, y compris à l'Iran, qu'est-ce que vous allez dire ? Vous fournissez de l'armement à Taïwan. Alors, il ne faut pas être hypocrite. Vous avez le droit de faire ça, nous, non. Alors, donc, ils recherchent un discours équilibré entre ces États. Mais je veux dire, bon, là-dessus, tout le reste, c'est d'ordre de jugement moral, quoi. Moi, j'essaie de voir où ça converge, où ça diverge. Voilà. Économie. Mais du point de vue moral, on ne peut absolument pas mettre sur le même plan Taïwan et l'Iran. Parce que quand même, le régime taïwanais... Taïwan n'a pas pendu quand même 1000 personnes par an de ses citoyens. C'est une rare démocratie dans la région quand même. Taïwan, il y a une presse libre, il y a plusieurs partis. L'Iran, c'est pas tout à fait... Alors justement, l'Iran, c'est un allié des deux pays, de la Russie et de la Chine. Est-ce qu'ils ont une logique justement... D'abord, la relation entre la Chine et l'Iran. La Chine est le principal partenaire économique de l'Iran, son principal acheteur de pétrole. La Russie a aussi des liens importants avec l'Iran. Ça les rapproche, on peut dire, cette crise iranienne. Oui, dans ce sens-là, en même temps, ça montre pour moi leur faiblesse. Personne n'a pu défendre le régime de Khamenei. D'ailleurs, Khamenei a vécu la chose peut-être dont Poutine a peur le plus. C'est pourquoi il est devenu paranoïaque depuis ces dernières 6 années, parce qu'il a peur d'être aussi éliminé comme un dictateur, comme beaucoup de dictateurs d'ailleurs finissent à la fin. Donc, personne n'est venu vraiment au secours de l'Iran. Il n'y a pas de vrai... C'est là où on voit les limites pour moi de coopération des régimes autoritaires. Oui, ils peuvent coopérer ad hoc, ils peuvent coopérer sur un agenda, ce que j'appelle négatif, ça veut dire contre quelqu'un, contre l'Occident, voilà. Mais quand il faut vraiment agir ensemble, notamment dans les domaines de sécurité, de domaines militaires, ils ne font pas confiance à 100% entre eux. Et c'est le cas aussi de la Russie et de la Chine. Ils ne partagent pas, par exemple, beaucoup d'informations très sensibles qui peuvent quand même donner l'accès à la sécurité étatique des leaders d'État. Donc c'est là où on voit qu'ils peuvent prononcer des discours occidentaux, mais ils ne peuvent pas agir ensemble pour vraiment défendre mutuellement contre les attaques, par exemple, comme ont fait les États-Unis. Donc vous ne voyez pas vraiment d'axe anti-iranien quand ils sont ensemble, c'est ça ce que vous dites, Poutine en réalité, je ne vois pas les agir ensemble, je vois parler, ils se rencontrent, ils marchent ensemble à Pékin, c'est très beau comme les images, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe après ? Est-ce qu'ils sont capables de vraiment faire des actes qui peuvent protéger, par exemple, le régime comme iranien ? Non, mais ça, c'est très compliqué. Stratégiquement, c'est quasiment impossible. En tout cas, il y a une coopération technologique de la Chine à l'Iran. Oui, bien sûr, mais depuis un certain temps. Ça existe depuis un certain temps. Tout ce qui est technologie de surveillance, par exemple. Bien sûr. Alors, et en plus, excusez-moi, il y a aussi des coopérations technologiques et militaires avec la Russie, puisque n'oubliez pas que les drones ont souvent été des drones iraniens aussi. Hein. Bon. Utilisés dans la guerre en Ukraine. Oui, bien sûr. Donc, si vous voulez, dans cette affaire-là, tout le monde est perdant. Tout le monde est perdant. C'est-à-dire, les États-Unis sont évidemment perdants, c'est clair. Je veux dire, cette guerre est catastrophique à tout point de vue pour l'image des États-Unis, pour ce que c'est. Bon, et
Poutine et Xi Jinping sont aussi perdants, parce qu'eux aussi perdent un très bon allié, vous comprenez bien. Donc dans cette affaire, finalement, l'Iran est le mauvais canard, si je puis dire, qui embête tout le monde. Vous êtes d'accord, Jean-Paul Chang? Je pense que ça donne l'occasion au gouvernement russe et au gouvernement chinois, pour ne pas dire leurs dirigeants, de profiter de l'occasion pour marquer leur volonté d'être présents dans les affaires géopolitiques. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être absents de ce problème de l'Iran. Donc forcément, ils vont en parler. Voilà, il n'y a pas que les Américains ou les Européens qui ont un mot à dire. Nous aussi, ça nous intéresse. Et en plus, effectivement, depuis les sanctions sur l'Iran, depuis le temps que ça dure, d'abord les deux pays étaient signataires de l'accord de 2015. Donc la première fois, les Chinois et les Russes étaient signataires. L'accord sur le nucléaire. Et depuis, effectivement, les Chinois ne sont pas pour la prolifération, à mon avis, de l'arme nucléaire. Je pense que les Russes non plus, d'ailleurs, là-dessus. Mais par contre, ils sont quand même aujourd'hui encore des soutiens réels sur le plan matériel, d'approvisionnement simplement. Il y a des routes terrestres qui passent par le Xinjiang, l'Asie centrale, pour arriver vers le Pakistan, l'Afghanistan, tout ça, pour alimenter éventuellement en denrées. Du côté russe, je pense qu'il y a aussi la mer Caspienne, tout ça. Donc, quelque part, c'est des soutiens qui sont discrets, mais réels. Et donc, ils savent en plus que ça touche leurs intérêts, en tout cas les Chinois, pour tout ce qui est approvisionnement. Excusez-moi, mais Trump a reconnu, il l'a dit quelque part, qu'effectivement, il a reconnu que les Chinois aidaient. Non, il l'a dit. Non, mais il l'a pas dit à Pékin, j'entends bien. Oui, il l'a dit. Mais de façon générale, ça fait partie du discours. Alors, il n'insiste pas trop là-dessus, soyons clairs. Il n'insiste pas là-dessus. Mais il l'a dit, il n'est pas dupe, si je puis dire. Enfin, les Américains, on s'en fiche de Trump, mais les Américains ne sont pas dupes, en tout cas. Non, de l'aide militaire que peut apporter Pékin. Oui, non, tout ce que je voulais dire, je ne veux pas contredire M. Trump, non, tout ce que je voulais dire, ou vous contredire. Tout ce que je voulais dire, Trump qui vient de dire d'ailleurs il y a quelques instants que Xi Jinping lui avait promis qu'il n'enverrait pas d'armes à l'Iran ou d'équipements militaires. Donc ça, c'est la dernière déclaration de Trump. Ça, à mon avis, ça fait partie des négociations entre tu modifies le package que le Congrès te soumet de 14 milliards de ventes d'armement que tu n'as pas encore signé, et moi, à ce moment-là, je montre je me restreins à ne pas fournir les armes à l'Iran. Ça, c'est un problème sino-américain. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a la convergence des deux dirigeants qui se rencontrent là à Pékin sur cette question-là. Et quelque part, nous voulons être à la table de décideurs dans cette région parce que ça nous concerne. Bon, c'est un peu ça le point de convergence, quoi. C'est ça. Donc, mais en même temps, ça veut dire que Xi Jinping est prêt pour améliorer les relations avec les États-Unis, est prêt finalement à céder les intérêts de son allié et ne pas l'aider militairement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça, on voit les limites de leur alliance et amitié. C'est pas le discours chinois parce qu'ils font très attention c'est la réalité, c'est pas les discours. Vous voyez, il faut pas d'alliance, on ne vise pas une troisième partie, etc. Voilà. Mais en même temps, c'est très clair vis-à-vis de la Russie. Il peut y avoir des cas d'irritation, même mutuelle, réciproque. Il peut y avoir des discussions très dures, des difficultés. Mais d'un autre côté, le understanding, si j'ose dire, l'accord au profond depuis ces années, c'est de dire mais jamais tu ne vas nuire vraiment à mes intérêts que je considère comme vitaux. Donc ça, c'est le point le point central de la relation entre les deux. Est-ce que la Chine, Marie Gégaud, pourrait prendre la place des États-Unis dans le leadership mondial? Est-ce qu'elle le souhaite? Est-ce qu'elle le peut? Elle parle beaucoup d'équilibre, d'incarner cet équilibre face à un Trump qui incarne les volte-face, l'indécision. Bien sûr qu'elle le souhaite. Et d'ailleurs, Xi Jinping ne s'en cache pas quand il explique que les puissances occidentales sont aujourd'hui en déclin et que les puissances émergentes d'Asie et la Chine, qui est incontestablement au niveau aujourd'hui, quasiment au niveau des États-Unis, enfin son poids économique, bien sûr, mais pour ce qui est après de son influence, comment elle va s'imposer, le soft power, c'est pas tout à fait... c'est pas pour demain matin. Pas pour demain matin. Je voudrais rajouter une chose, excusez-moi, concernant la Chine. On oublie quand même quelque peu qu'elle n'est pas en très bonne forme économique, il faut quand même le dire. Elle a toujours pas réglé son problème d'immobilier, où il y a eu 350 milliards de dettes. Elle a un problème considérable de consommation intérieure, donc elle a absolument besoin d'exporter. Elle se retrouve quelque part
je fais un parallèle un peu osé, mais elle se trouve quelque part dans une situation assez similaire que du Japon, il y a 30 ans, où on disait que le Japon allait devenir la puissance mondiale extraordinaire. Alors le Japon est rentré dans une récession terrible, et elle n'est toujours pas sortie d'ailleurs de cette récession. On dit quand même que c'est la seconde puissance mondiale, la Chine, et certains disent qu'elle est même dépassée les États-Unis. Mais la santé chinoise n'est pas extraordinaire, voilà, c'est tout. Et en plus, il y a une rigidité bureaucratique qui n'aide pas, à mon avis, les choses. Mais sur ce symbole, justement, d'équilibre qu'essaye d'incarner Xi Jinping aujourd'hui contre un Donald Trump qui, justement, lui, fait dans les volte-face en permanence, il joue de cela, le président chinois. Est-ce que ça peut avoir un impact sur la scène mondiale ? Le problème de la Chine, crucial, qu'elle n'a pas de projet à offrir au monde, sauf ce grand projet des grandes puissances, finalement le retour au 19e siècle, quand on partage le monde, on écrase les sphères petits, les empires, ça, c'est la vision de ça, Trump. on a vu, ça finit toujours par les guerres. Poutine est dans la même logique. Qu'est-ce que ça a apporté ? Ça a apporté des milliers de morts et les tragédies à deux peuples d'ailleurs. Donc malheureusement, aujourd'hui, ce que je vois, la Chine plutôt veut revenir à ce temps-là, veut un peu d'ailleurs rejouer l'histoire et faire oublier le temps d'humiliation. On se rappelle très bien qu'au 19e siècle, au 20e siècle, quand même, c'était très dur pour la Chine. Donc, elle veut un peu redevenir une puissance mondiale et partager le monde avec les autres. Mais elle n'apporte pas un projet positif qui peut faire dépasser les problèmes, résoudre les problèmes qu'on a mondiaux aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui n'attire pas d'autres pays. Oui, ça attire. Parce qu'elle parle de nouvel ordre mondial, tout de même, qu'elle voudrait être au cœur de ce nouvel ordre mondial. Vous le disiez d'ailleurs, Thierry Volton. À mon avis, il y a une pensée assez commune, d'ailleurs, entre la Russie, la Chine et les États-Unis, à savoir le retour des empires. Alors chacun sa zone d'influence. Il n'est pas d'accord. En tout cas, moi j'en suis convaincu. Bon, c'est une opinion, je ne dis pas que c'est une certitude, bien sûr. Le retour des empires. Le retour des empires, et dans cette tripartie qui existe, l'Europe est totalement marginalisée. Alors, il n'en est pas question. Je veux dire, après tout, c'est le problème de Trump, de Poutine d'ailleurs, puisque finalement, c'est un continent. Vous parliez d'un continent asiatique, mais il ne faut pas oublier quand même que la Russie est aussi un continent européen, parce qu'elle est à cheval sur les deux. Bon, voilà. En tout cas, moi, je suis convaincu que dans la tête de ces dirigeants, alors. Trump, il va partir dans 4 ans, dans 2 ans, au meilleur des cas. Bon, donc il ne va pas pouvoir suivre son projet, mais je suis convaincu qu'il serait d'accord pour partager le monde comme ça. Alors évidemment, avec sphère d'influence. Mais il l'a dit, oui. mais on oublie ce qu'il dit Trump. Il l'a dit. Alors évidemment, les paroles de Trump, c'est un peu quelquefois. Merci beaucoup Thierry Volton, Jean-Paul Chang, Marie Gégaud, merci d'avoir été avec nous, Vera Grandseva. Merci à tous les cas d'avoir participé. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette visite de Vladimir Poutine en Chine. On se retrouve demain. Restez avec nous.